Oui, allô? Allô? Oui, monsieur Echter? Allô? Oui, allô? Allô? Donc, Allô? donc nous avons monsieur Echter. Florian, je te laisse parler avec monsieur Echter? D'accord, pas de souci. Voilà. Allô, monsieur Echer? Oui, Oui, bonjour, Florian Lavigne, animateur de la web radio Ville Lumière. oui. Donc, tout d'abord, moi et mon équipe, nous vous remercions de passer un petit moment avec nous, d'échanger avec nous. Oui. Vous savez qu'on est en plein tirage. On est en plein tirage au sort de la Coupe du Monde en ce moment. Hein. Oui, on le sait, oui. Ah voilà. Ça vous pose un problème, peut-être? Non, non, je regarde en même temps, c'est pas grave. D'accord. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur l'épisode donc, du Paris Saint-Germain, Oui. notamment sur vos débuts. Parce qu'en fait, peu de personnes le savent, mais c'est l'histoire du club, c'est né de 5 amis. Donc, de vous, du regretté Francis Borrelli, de Jean-Paul Belmondo, de Charles Tard et Bernard Brochant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette petite anecdote et est-ce que en fait c'est quoi qui vous a donné l'idée du jour au lendemain de monter un club dans la capitale? Monter un club dans la capitale, avoir l'idée, c'est pas le problème d'avoir l'idée, c'est que la capitale n'avait pas de club en première division. Paris Saint-Germain n'existait pas, c'est-à-dire que le club de Paris Saint-Germain était un petit club de 3e division, amateur, que j'ai repris en 3e division, et ça a été ma seule décision. Et quand je l'ai décidé, Francis Borrelli, Charles Tallard et Jean-Paul Belmondo m'ont rejoint. Bernard Brochant, ça a été 3 ou 4 mois plus tard. D'accord. Et est-ce que quand vous avez eu l'idée de reprendre donc le club, vous imaginiez à l'époque qu'il allait durer? Vous savez, quand on monte quelque chose, c'est bon que ça dure. Hein. C'est pas... D'accord. Sinon, Oui. Pierre Sado. Donc, Pierre Briand de Comptoir Parisien, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, quand on s'engage dans un club comme le Paris Saint-Germain, quand on s'engage sur un tel projet, on estime que ça peut durer. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez pu imaginer un jour que le Paris Saint-Germain allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un club très important? Est-ce que vous aviez idée un peu? Évidemment, hein, quand j'ai monté ce club, c'était pour en faire un club européen, oui, c'est sûr. D'accord. Et du coup, on sait que vous avez mis pas mal d'argent dans ce club. Vous en avez fait un club très sérieux, ne serait-ce qu'au niveau national dans un premier temps. J'ai financé le club à 95%. Oui, voilà, donc vous avez été le mécène principal du Paris Saint-Germain. Non, pas mécène. J'étais pas un mécène. J'étais celui qui a pris le risque. Le mécénat, c'est autre chose. Non, je savais ce qu'il fallait pour monter un club. J'ai pris un risque et voilà, ce club, je l'ai monté avec mon propre argent. Et c'était pas l'argent de la société. Bien sûr. Et donc, dans l'évolution du Paris Saint-Germain, vous parliez la dernière fois, vous aviez fait un entretien avec le journal L'Équipe où vous disiez un petit peu votre déception, notamment sur pas mal de choses aujourd'hui, et la débaptisation du salon VIP du Parc des Princes, qui s'appelait donc le salon Juste Fontaine, qui a été débaptisé. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir? Non, mais entre-temps, j'en ai parlé aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Je leur ai expliqué
Parce que le problème, c'est que les dirigeants du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui n'ont pas la culture du club, ils ne savent pas. Donc il y a un moment, donc j'ai simplement expliqué d'abord à Anne Hidalgo, ville de Paris, et deuxièmement que ce club avait une histoire, que Juste Fontaine était non seulement une icône du football français, mais qu'il avait été le premier entraîneur du Paris Saint-Germain, celui qui a fait monter le Paris Saint-Germain de deuxième en première division. Et 4 jours après, Jean-Claude Blanc m'a assuré que la salle resterait baptisée Juste Fontaine. D'accord. Mais vous êtes toujours dans une optique d'éloignement par rapport aux dirigeants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas vraiment qui tourne le dos au passé du club, ce qui est légitime. Non, c'est-à-dire que, si vous préférez, il y a un événement qui s'est passé il y a 3 semaines, un mois, c'est que nous avons un garçon qui a été la cheville ouvrière du club, qui s'appelle Jackie Bloch et qui a eu 80 ans. Et c'est lui qui a amené au club aussi bien Jean-Paul Belmondo que Juste Fontaine. Parce qu'il était ami de... Et ce garçon qui est un inconnu, qui travaillait avec moi, et j'ai voulu seulement lui rendre hommage pour ses 80 ans, et on a été reçu en tribune officielle, enfin moi j'y suis régulièrement, mais quand je suis à Paris, mais le président Kadhafi nous a reçus et nous a assuré d'une manière extrêmement sympathique que dans ce club, nous étions tous les 3 chez nous, enfin tous les 4 chez nous. C'est-à-dire Jean-Paul Belmondo, Juste Fontaine, Jackie Bloch et moi-même. Voilà. Donc, d'ailleurs, je dois le rencontrer prochainement pour parler, entre autres, des maillots. Bien sûr, donc, du coup, les maillots, on va en parler un petit peu parce qu'on sait que c'est une boucherie un petit peu ces derniers temps. On sait que les supporters parisiens sont très attachés au maillot Echter, le maillot de base. Évidemment, j'imagine que on sait qu'il y a eu des choses de fait qui sont un petit peu impardonnables. Il y a beaucoup de maillots qui ont été sujets de controverse. Qu'est-ce que vous en pensez à peu près? Non, écoutez-moi, je vais proposer une chose aux dirigeants, c'est que d'abord, on revienne au maillot initial tous les 3 ans, 2 ou 3 ans, parce qu'il faut comprendre qu'un club a besoin, pour rentrer de l'argent, de faire évoluer le maillot pour faire marcher le commerce. Hein, parce qu'ils en ont, le club a besoin de ça. Donc, mais ce que je propose, c'est que d'abord qu'on revienne au maillot d'origine tous les 2-3 ans, que pour les grandes compétitions, l'équipe joue avec le maillot, auquel les supporters sont très attachés. Et la dernière chose, c'est que je suis prêt, moi, à dessiner des seconds maillots qui seraient dans l'esprit du premier. Bien sûr. Et ça, je suis prêt à le faire gratuitement. Maintenant, il faut que le Paris Saint-Germain puisse imposer ça à Nike. Ça va pas être facile vu qu'ils se sont remis en contrat, il y a une revalorisation, je crois qu'ils vont leur donner... Oui, mais je vais vous dire une chose. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est suffisamment puissant sur le plan de la renommée et sur le plan financier pour pouvoir imposer sa loi. Sinon, j'aimerais juste revenir un petit peu sur votre période au Paris Saint-Germain. Vous aviez parlé dans la presse du moment où vous aviez voulu recruter Franz Beckenbauer et que ça n'avait pas été faisable et que c'était l'un de vos plus grands regrets. Est-ce que vous pouvez un peu nous en reparler de cet épisode? Oui, enfin, Franz Beckenbauer, je le connaissais et j'ai appris que il viendrait bien à Paris pour finir sa carrière. Donc j'en ai parlé à mes partenaires qui à l'époque étaient RTL, qui dans un premier temps m'ont dit vous voyez si vous pouvez faire venir. Et une fois que j'avais négocié, que je m'étais mis d'accord dans d'excellentes conditions avec les gens du Bayern et Franz Beckenbauer, à l'époque mon partenaire n'a pas voulu mettre l'argent.
Bien sûr. Donc à cette époque-là, vous étiez avec Francis Borrelli, qui est également une personnalité extrêmement marquante de l'histoire du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, bah, écoutez, je ne vais pas parler de Francis, il est mort aujourd'hui. On a vécu une fantastique histoire d'homme lors de la montée, hein, parce qu'il y avait une osmose entre les dirigeants, les techniciens, les supporters, ce qui nous a permis de monter en première division avec ça a été une fantastique histoire d'homme. Aujourd'hui, je veux pas, je tiens pas à m'étendre là-dessus. D'accord. Sinon, un petit mot sur le Paris Saint-Germain, peut-être d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe? Mais il faudrait être difficile pour pas trouver que cette équipe est une très très belle équipe. Une équipe qui est extrêmement bien équilibrée, avec des vrais leaders. Non, c'est une très belle équipe. Oui, bien Très sûr. belle équipe. Avec deux monstres devant, Parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui sont dans l'œil du cyclone. On parle beaucoup des ailiers, Lucas l'avait dit, peut-être Jérémy Menez aussi, après la contre-performance de semaine à Évian. Ils ont été beaucoup pointés du doigt. Vous en pensez quoi de ces joueurs? une équipe ne se juge pas sur un match, elle se juge sur l'ensemble de la saison. C'est pas sur un match qu'on juge l'équipe. Bien sûr, mais c'est vrai qu'ils sont régulièrement un petit peu remis en question, c'est vrai, notamment par leur profil. Bon, après, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a des fonds plus ou moins limités, mais ils sont un petit peu le sujet de controverse. On parlait aussi de Juan Mata, il y avait beaucoup de trucs. Non, attendez, ça, ce sont des propos de supporters. Un dirigeant, c'est autre chose. Un dirigeant, il voit pas du tout comme ça. Parce que une chose, si on a un dirigeant supporter, l'équipe, on la change sans arrêt. La composition de l'équipe, vous avez 50 000 supporters au Parc des Princes, vous pouvez avoir 50 000 compositions d'équipes différentes. Donc on peut pas juger comme ça. Paris Saint-Germain a fait un mauvais match, ça arrive. Ils ont fait un mauvais match, ils ont perdu, c'est tout. J'espère et je souhaite que au prochain match contre Sochaux, ils surprennent, c'est tout. C'est pas. Mais n'importe quelle équipe peut faire un mauvais match. Ça arrive à Barcelone, ça arrive à Arsenal, ça arrive au Bayern de Munich. Et un jeu, je veux la même chose. Ils ont fait 30 et quelques matchs sans défaite. Mais il fallait bien que ça arrive une fois. Oui, bien sûr, ça c'est évident. Florian, tu as peut-être une autre question pour M. Echter? Oui, je souhaiterais revenir sur l'affaire de la double billetterie. En fait, la fin, si vous le voulez bien. Donc, Pardon? je voudrais revenir sur la fin de votre parcours avec le PSG en tant que président. Oui. Vous avez été, à ma connaissance, vous avez été radié du football, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. D'accord. Ça a d'ailleurs été un scandale et j'ai gagné en Conseil d'État. Non, c'était une opération politique manigancée à l'époque et bon, là il faut lire mon livre parce que je ne peux pas expliquer en 5 minutes ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire une chose, c'est que personne n'a été dupe. Parce qu'on peut tromper 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, mais pas 50 000. Et lors du dernier match où j'ai assisté au Parc des Princes, si 50 000 personnes ont crié Daniel Echter, président, Chirac démission, c'est qu'il y avait une raison. On trompe, oui. Et s'il y a 3 ou 4 000 personnes qui m'ont raccompagné tout le long jusqu'à la porte d'Auteuil, c'est qu'il y a aussi une raison. C'est que le public, les supporters, on ne les a jamais dupés et trompés. Tout à fait. Oui,
Donc cette histoire est une sombre histoire politique, parce qu'il fallait m'écarter. Oui, donc avec les événements récents, là on a appris que le président donc du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, il joue un rôle plus important au sein de son pays et apparemment, d'après les on-dit, hein, c'est qu'il pouvait se retirer de la présidence d'ici 2 ans. Donc si demain il vous appelle pour reprendre la présidence du club, vous pouvez à l'heure d'aujourd'hui. Officiellement je le peux, mais je doute qu'il le fasse. Non, mais officiellement... Les propriétaires du club aujourd'hui souhaiteront mettre un homme à eux, ce qui est normal. Oui, tout à fait. Nicolas, tu as peut-être des questions? Ça, ce sont les règles du capitalisme. D'accord. Donc on apprend alors que le groupe de la France, apparemment, ça se fait Suisse, Équateur, Honduras. Mais écoutez, je sais pas, parce que comme je parle, j'arrive pas à suivre. Suisse, Équateur, Honduras, apparemment. Eh ben, ça va être un groupe soi-disant facile, mais quand on rentre sur le terrain, c'est jamais facile. Bien sûr, on se rappelle notamment de 2002 où le groupe était à portée de main et puis bon, voilà, c'est la catastrophe. Vous la situez où à peu près cette équipe de France? Elle est très moyenne, très moyenne. C'est pas une bonne équipe de France. D'accord, donc vous pensez... Par contre, le tirage au sort est formidable. Maintenant, les Suisses, il va falloir les battre. Hein, je pense que la France peut c'est pas le groupe le plus difficile en tout cas. D'accord. Et sinon, donc, vous aviez été gracié par la loi française qui avait reconnu son erreur. Est-ce qu'un jour ça vous a traversé? J'ai pas été gracié. J'ai jamais été gracié. Oui. La décision a annulé le Conseil d'État a annulé la décision qui avait été prise par la Ligue de football. Oui, voilà. Et est-ce que un jour l'idée vous est venue ou l'envie vous est venue de reprendre le club, de revenir? Mais écoutez, l'envie, oui, j'ai fait une proposition en 2005. J'avais proposé à Canal+ de reprendre le club. D'ailleurs, j'ai fait un papier dans Le Monde que je retrace dans mon livre, où j'ai eu même la première page du Monde avec plus 3 colonnes à l'intérieur, où j'expliquais que le Paris Saint-Germain avait perdu son âme et que il ne restait du club, il ne restait plus que les marchands. Et Jésus disait qu'il fallait un gardien du temple, parce que un club, ça se gère sur le long terme, avec des principes de méthode de jeu. C'était le cas à Nantes, c'était le cas à Reims à l'époque, c'est le cas à Barcelone. Et donc dans un club, il faut un gardien du temple. Mais je disais dans cet article que malheureusement, il ne restait plus que les marchands. Il n'y a plus de gardiens, mais il n'y a plus que les marchands du temple. Bien sûr. Et sinon, dans la perspective de l'Euro, donc le Parc des Princes va être plus ou moins remis au bout du jour, donc réaménagé. Dans ces travaux, il y a quelque chose qui va être très important, c'est la multiplication des salons VIP, ce qui pourrait peut-être casser l'hégémonie populaire du Parc des Princes. Comment vous voyez ça, vous, cette espèce de transformation? Bah, écoutez, le problème, c'est que les sociétés évoluent, hein, et que aujourd'hui, moi j'avais voulu faire un club populaire. Paris Saint-Germain était un club populaire, qui était un club aimé. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans le club, mais je crois que c'est aux dirigeants de faire l'effort de rendre ce club plus populaire. Alors c'est vrai que c'est difficile, avec des joueurs qui touchent plusieurs millions par mois,
d'en faire un club populaire, mais bon, ça existe bien en Angleterre, ça existe bien en Espagne, alors pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que à force de rajouter des places chères, des choses comme ça, c'est vrai que bon, ça crée un vrai problème. Bien sûr. Sinon, pour l'adversaire principal du Paris Saint-Germain, donc en championnat, l'AS Monaco, vous les situez où cette équipe? Vous en pensez quoi? L'équipe de quoi? L'équipe de Paris Saint-Germain? L'AS Monaco. Monaco, c'est une bonne équipe, mais qui n'a pas l'effectif du Paris Saint-Germain, qui n'a pas le banc de touche du Paris Saint-Germain. Elle est quand même... c'est une bonne équipe, mais elle est derrière. D'accord, donc vous ne voyez pas du tout concurrencer le Paris Saint-Germain? Bon, écoutez, normalement, le Paris Saint-Germain, j'aime pas faire des pronostics, mais devrait gagner ce championnat avec 10 ou 15 points d'avance. Bien qu'aujourd'hui, une équipe comme Lille fait un parcours exceptionnel. Oui, d'ailleurs, on voit que Lille est à un point, Monaco n'est vraiment pas très loin non plus. Enfin, on ne sait jamais, parce qu'avec Paris, c'est quand même plus ou moins fragile. Ah bah oui, un championnat, c'est à la fin qu'on compte les points. Donc il faut que les joueurs soient vigilants, il faut que l'entraîneur soit vigilant et il faut que la solidarité entre tout le monde fonctionne. Et puis d'un autre côté, je souhaiterais que petit à petit on retrouve un grand club de supporters. Donc au Paris Saint-Germain ou en général en France? Non, pour Paris Saint-Germain. Il y a plus de club de supporters aujourd'hui. Bien sûr, mais donc un esprit supporter très important au Paris Saint-Germain, où il y a beaucoup de gens qui raillent un petit peu. Écoutez, moi je trouve qu'aujourd'hui il n'y a plus de supporters. Il y a des clients, mais ce ne sont pas des supporters. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont dans votre sens. D'ailleurs, vous avez été témoin du début de cet esprit ultra et supporter coriace. Non, moi les extrémistes et les ultras, de mon temps, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, je vous dis. D'abord, il n'y avait pas de supporters du tout. Il y avait un petit noyau de supporters d'une cinquantaine ou une centaine de supporters saint-germanois au départ. Et puis les supporters, j'ai été les chercher avec mes joueurs, avec les Dalem, les Mpelé et compagnie. On a fait les lycées parisiens en 74, 75. On a fait des réunions dans les lycées parisiens pour motiver les gamins de 14-15 ans en leur donnant des cartes de supporters. Je crois que c'était à 1 franc, parce que c'est simplement pour motiver, et on s'est retrouvé avec 200-300 supporters qui étaient des gamins de 15 ans, et pour la première fois en 74, fin 74, début 75, en 75, on a entendu enfin le Parc des Princes dire Paris, crier Paris, Paris. Parce que moi j'ai connu un match contre Saint-Étienne en première division, mais c'est déjà en première division, où le stade jusqu'à la 80e minute criait les Verts, les Verts, les Verts. Quand vous jouez chez vous à Paris, ça fait du mal. Hein. Oui, bien sûr, et d'ailleurs, je crois que c'était un match contre Saint-Étienne, une finale de Coupe de France, où il y a vraiment eu une... Non, c'était un match de championnat. Oui, non, un match de championnat, je crois qu'on menait 2-0, et c'est seulement à la 85e minute qu'on a entendu Paris. D'accord, parce que y avait eu aussi état d'une finale de Coupe de France contre Saint-Étienne, où il y avait eu vraiment une osmose entre le public et l'équipe. Vous, à cette époque-là, vous aviez des joueurs déjà très importants pour l'histoire du PSG. Quel est celui qui vous a le plus marqué? De mon époque? Oui. Il y a 2 joueurs qui m'ont marqué. Même 3. Le plus de talent, celui qui avait le plus de talent, c'était Moustapha Dalem. C'était un joueur exceptionnel.
qui est le premier qui a fait lever le Parc des Princes. Il y en a un autre qui était le capitaine du Paris Saint-Germain et qui a marqué les 2 buts contre Valenciennes pour faire monter Paris Saint-Germain en première division, c'est le regretté Jean-Pierre de Villeneuve. Bien sûr. Et puis il y en a un troisième qui s'appelait Jean-Louis Leonetti, qui était un très grand pro, excellent joueur qui jouait au poste de libéraux, dont les clubs ne voulaient plus parce que c'était une sorte tête et qui a été exceptionnel avec Paris Saint-Germain. Et entre autres, je crois que les supporters lui doivent la place en première division. Bien sûr. Florian, tu as d'autres questions ou pas? Oui, monsieur Eschler, j'aimerais revenir sur un autre épisode donc de votre passé sportif. Là, je suis en train de lire une interview que vous avez donnée à l'équipe magazine en marge de votre autobiographie et vous décrivez qu'en 2006, vous êtes prêt à reprendre le club suisse du Servette de Genève et que ça n'avait pas pu finaliser à cause de Canal+, justement. Vous pouvez nous en dire plus? Bah écoutez, le problème c'est que je savais trop de choses et que le Servette de Genève appartenait à l'époque à Canal+, comme Paris Saint-Germain, et que je me serais peut-être aperçu qu'il y avait des choses pas très nettes qui s'étaient passées. Donc ils n'ont pas voulu nous laisser. Moi j'habitais Genève à l'époque. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais prendre un club. Mais bon, c'est pas fait. Et c'est probablement la raison pour laquelle on ne m'a non plus pas donné la possibilité de reprendre le Paris Saint-Germain. D'accord. Et ça n'avait rien à voir avec votre passé dirigeant au Paris Saint-Germain? Non, pourquoi ça avait à voir? Non, mais... Non, pas du tout. D'accord. Et aujourd'hui, vous voyez le Paris Saint-Germain et les Qataris aller loin ou directement revendre le club après la Coupe du Monde du Qatar? Écoutez, je pense que les Qataris ont vraiment mis les moyens pour monter un grand club. Je pense qu'aujourd'hui, il manque pas grand-chose pour que ce soit une des plus grandes équipes d'Europe. Hein, je pense que bon, il y a un effectif. Bon, il y a peut-être chaque année, il y aura une ou deux retouches à faire. C'est normal. Je pense que si Paris avait recruté un joueur comme Özil, c'est peut-être un peu ce qui manque à Paris aujourd'hui. Un organisateur. Parce qu'aujourd'hui, le patron du club, l'organisateur, le buteur, c'est le même. Il ne peut pas être au four et au moulin, c'est Ibra. Alors il y a un finisseur fantastique qui est Cavani, mais vous avez Ibra qui est obligé très souvent de revenir pour venir chercher le ballon et moi je pense que s'il y avait un milieu offensif organisateur, le problème c'est qu'il n'y en a plus beaucoup, hein. Des joueurs de ce niveau, mais Özil aurait pu faire office de meneur de jeu. D'accord. Et concrètement, la chose que vous blâmez entre guillemets le plus aux Qataris, c'est ce manque de reconnaissance envers les anciens? Je pense que non, ça pas du tout. Je blâme pas du tout. Non. Non, vous savez, je suis pour que le Paris Saint-Germain réussisse. Et puis, il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils sont arrivés au bon moment, parce qu'ils ont mis de l'essence quand il fallait en mettre. Donc, c'est pas ça qu'il faut blâmer. Non, peut-être, en fait, les Qataris
n'ont pas la même culture que les Français. Bon, il faut peut-être qu'ils s'imprègnent un peu plus de la culture française, et c'est peut-être aux dirigeants, à la partie française de le leur montrer. Mais moi, je pense qu'un club a besoin de supporters, je pense qu'un club a besoin de se souvenir de son passé, mais le président actuel, que je ne connaissais pas, que j'ai connu très récemment, est un type qui m'a l'air très sympathique et qui à plusieurs reprises m'a dit, vous savez, ici vous êtes chez vous. Bon, je sais bien que c'est pas vrai, mais c'est au moins c'est élégant et gentil de le dire. Non, simplement il faudrait que, comme dans les grands clubs ont des traditions. C'est des choses qu'on apprend en cours de route, mais je suis certain que après une discussion avec eux, je pourrais leur faire comprendre. Bien sûr. Et vous pensez que c'est possible de les faire évoluer au niveau des supporters, même si c'est pas que de leur ressort à eux? Écoutez, ce qui s'est passé avec les supporters, je dois dire que le président Le Trou n'avait pas le choix. Parce que quand il y a un mort, on est obligé de prendre des décisions. Et il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a été très très courageux parce que ça l'a rendu impopulaire. Mais pour moi, ça a été un très très bon président et il a pris la décision qu'il fallait prendre. J'aurais probablement pris la même. Donc maintenant, eh bien bon, maintenant les choses sont calmées petit à petit. Il faut retrouver un vrai grand club de supporters. Mais ce club de supporters, il ne faut pas en avoir 10 comme à Marseille ou 15 qui se concurrencent, qui politisent le club, que ce soit tout d'un coup des extrémistes de droite ou de gauche. Non, il faut un seul club de supporters. D'accord. Donc, moi personnellement, Florian, j'ai plus de questions. J'aurais juste une petite dernière question, si ça vous dérange pas. Donc, à la fin de votre mandat, vous avez l'entraîneur-joueur Jean-Michel Larquet, aujourd'hui consultant à RMC, et on le voit souvent tirer à boulet rouge sur le club de la capitale. Comment expliquez-vous cela? D'autant plus que des fois, les attaques, elles sont pas très justifiées. Alors, est-ce qu'il a gardé un mauvais souvenir de son passage ou bien tout simplement, selon vous, il est objectif? Écoutez, on est dans un pays où il y a une liberté d'expression. Bon, je ne suis pas toujours d'accord ni avec Ménez, ni avec Larquet, ni avec Luis Fernandez. Et pourtant, plus parisien que Luis Fernandez, il n'y avait pas, puisque c'est moi qui l'ai fait signer au club. Son premier contrat, c'est moi qui l'ai signé. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Mais ils ont leur opinion, ils ont le droit de s'exprimer. Et puis Paris Saint-Germain, il faut reconnaître que le Paris Saint-Germain, ces dernières années, c'était quand même... les présidents qui sont succédés n'ont pas été exceptionnels. Hein, je parle particulièrement de Graille et de Blaillot. Donc les supporters se sont manifestés, Jean-Michel Larquet s'est manifesté. Alors, vous savez, je veux dire, il faut accepter la critique. Hein, moi, j'accepte la critique. Maintenant, je peux ne pas être d'accord, mais bon, leur métier, c'est de critiquer. Et donc, mais aussi de féliciter quand les joueurs le méritent. Mais enfin, ce que je dis, quand Ménez fait les prestations qu'il fait et a l'attitude qu'il a, à un moment, que ce soit Larquet ou Ménez, ils ont raison de dire ce qu'ils pensent. D'accord, oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans un avenir proche ou futur, on peut vous voir reprendre la présidence d'un club de foot? Non. Non, parce que d'abord, j'habite plus la France.
Là, je viens de passer quelques semaines ici parce que j'ai été opéré à Paris et que je faisais la promotion de mon livre. Donc, mais bon, la France, je n'y habite plus maintenant depuis plus de 16 ans. Alors reprendre la présidence d'un club maintenant, D'accord. c'est beaucoup de pression, c'est à la limite être conseiller de président peut-être, mais plus prendre la présidence. D'accord. Parce que il me semble que vous avez repris l'équipe de Strasbourg à un moment donné, non? Oui, mais c'était il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans. D'accord. Il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. J'avais pas le même âge non plus. Hein. Oui. Donc, donc un retour dans le foot en tant que membre du staff, c'est impossible, quoi. Non, mais rester à l'intérieur. Si le club me le demandait, je reviendrais. Mais comme conseiller extérieur, comme... Bien sûr, donc pas pour diriger le club. D'accord. D'accord, bien sûr. D'abord, je pense très sincèrement une chose, c'est que quand on dirige un club, il faut avoir mis son argent. Alors moi, je sais pas que maintenant, je fais plus partie de ce niveau, je suis plus à ce niveau-là. D'accord, très bien. Bah écoutez, pour ma part, j'ai plus de questions. Non, écoutez, monsieur Daniel Echter, on est très content de vous avoir reçu. On vous remercie encore une fois. C'est très gentil d'avoir pu témoigner cette petite demi-heure avec nous. Et puis, à l'occasion, si vous avez envie de venir nous témoigner quelque chose. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir posé ces questions. Moi, je souhaite une seule chose, c'est de voir un Paris Saint-Germain un jour champion d'Europe. Et je vous dirais que quelque part, j'ai amené mon caillou à l'édifice. D'accord. On en est sûr. En tout cas, on vous souhaite également une bonne santé. Hein. Mais écoutez, je vous remercie, mais enfin, c'est ce qui est le plus important pour moi. D'accord. Mais non, mais là, je suis en pleine forme, donc ça va, tout va bien. D'accord, on est content de l'apprendre. Alors. Bon, écoutez, au prochain match. Ok, allez, au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était monsieur Daniel Echter, donc ancien président du Paris Saint-Germain et ancien, notamment celui qui a fait le maillot à bande rouge, donc le maillot historique qu'on aimerait tous revoir un jour. Et, voilà. T'es là, François?